Vous croyez savoir qui mérite votre respect? Vous pensez pouvoir juger un homme à ses vêtements, à son silence, à sa pauvreté? Cette histoire va briser toutes vos certitudes. Elle parle d'un village entier qui a passé 38 ans à mépriser quelqu'un sans jamais lui demander son nom. Et quand la vérité a éclaté, il était déjà trop tard pour réparer, trop tard pour s'excuser, trop tard pour tout, sauf pour apprendre. Ce que vous allez découvrir ne changera pas seulement votre regard sur les pauvres, ça changera votre regard sur vous-même. Êtes-vous prêt à affronter cette vérité? Dans le village de Saint-Laurent-sur-Marne, il y avait un homme que personne ne connaissait vraiment. On l'appelait simplement le pauvre du pont. Pas par méchanceté, disaient les habitants, juste parce que c'était un fait. Il était pauvre, il vivait près du pont. La description semblait suffisante. Chaque matin, avant que le soleil ne touche les toits d'ardoise, on pouvait le voir installé sous l'arche ouest du vieux pont de pierre. Une couverture militaire élimée, un sac en toile qui contenait tout ce qu'il possédait, des vêtements qui avaient reconnu trop d'hiver. Il ne tendait jamais la main, ne demandait jamais rien. Il était là, simplement, comme un meuble oublié du paysage. Les commerçants ouvraient leurs boutiques sans le regarder. Les mères pressaient le pas en tenant leurs enfants par la main. « Ne traîne pas ici », disait-elle, sans jamais expliquer pourquoi. Les enfants comprenaient vite. Cet homme était une leçon silencieuse que les adultes enseignaient sans prononcer les mots. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas d'efforts. Au café de la place, les conversations revenaient parfois sur lui. « Il a eu sa chance comme tout le monde », affirmait M. Bertrand, le pharmacien, en remuant son café. « On ne finit pas comme ça sans avoir fait des choix. » Les autres hochèrent la tête. Madame Colette, l'institutrice à la retraite, ajoutait avec une pointe de tristesse calculée « C'est triste, vraiment, mais que peut-on y faire ?» Personne ne cherchait à savoir son vrai nom. Personne ne lui avait jamais vraiment parlé. Les suppositions suffisaient. Il devait avoir bu, ou joué, ou simplement manqué d'ambition. Les raisons importaient peu. Le résultat était là, visible, dormant sous un pont. Le facteur passait chaque jour sans déposer de lettre. Le médecin du village ne l'avait jamais soigné. Le prêtre lui-même, l'abbé Duchamp, détournait légèrement le regard en traversant le pont après la messe du dimanche. « Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes », murmurait-il parfois, comme pour justifier son propre silence. L'homme du pont ne dérangeait personne. C'était peut-être sa seule qualité reconnue. Il ne criait pas, ne volait pas, ne causait pas de problème. Il existait dans une zone invisible entre la présence et l'absence. Les saisons changeaient autour de lui. Le printemps fleurissait, l'été brûlait, l'automne dorait, l'hiver glaçait. Il restait. Les années avaient gravé leur passage sur son visage, les rides profondes, les mains calleuses et sombres, la barbe grise mal taillée. Tout en lui confirmait ce que le village avait décidé. Un homme qui avait abandonné, ou que la vie avait abandonné. La distinction n'avait jamais semblé importante. Quand les jeunes du village rentrèrent de la ville avec leurs diplômes, leurs parents les montraient en exemple. « Tu vois, toi, au moins, tu as fait quelque chose de ta vie. » Le pauvre Dupont était devenu l'anti-modèle parfait. L'avertissement vivant. La preuve que le monde punissait l'échec. Cette version des choses convenait à tout le monde. Elle était simple. Elle confirmait ce que chacun voulait croire sur le mérite, l'effort, la justice naturelle des choses. Elle permettait de passer devant lui chaque jour sans culpabilité, sans question, sans regard. Saint-Laurent-sur-Marne était un bon village. Des gens honnêtes, travailleurs, respectables. Ils payaient leurs impôts, allaient à l'église, saluaient leurs voisins. Ils n'étaient pas cruels, simplement convaincus que chacun récoltait ce qu'il semait. Et l'homme du pont, pensait-il, récoltait exactement ce qu'il méritait. L'homme du pont observait la Marne chaque matin. Il restait immobile longtemps, les yeux fixés sur le courant. Parfois, il descendait toucher l'eau, pas pour se laver, juste pour sentir. Il hochait la tête, comme s'il comprenait quelque chose que personne d'autre ne voyait.
Monsieur Gauthier, le boulanger, passait toujours à 6 heures précises. Un matin de novembre, il remarqua quelque chose d'étrange. L'homme n'était pas à sa place habituelle sous l'arche. Il marchait sur le pont, lentement, s'arrêtant tous les 3 mètres. Il posait sa main sur la pierre, écoutait, puis continuait. « Bizarre, » murmura le boulanger. Mais il avait du pain à cuire. Madame Forestier, qui promenait son chien chaque soir, vit l'homme ramasser des branches au bord de l'eau. Des branches précises, pas n'importe lesquelles. Il les examinait, les gardait ou les jetait selon un critère invisible. Elle trouva cela curieux, puis oublia. Au café, M. Bertrand racontait une anecdote. « Vous savez ce qu'il a fait hier ? Il a empêché le fils Moreau de jouer près du pilier nord. L'a presque poussé. Le gamin a pleuré. » Les clients secouèrent la tête. Même les enfants le dérangent, maintenant. Personne ne demanda pourquoi ce pilier précisément. Le facteur mentionna, sans y attacher d'importance, qu'il avait vu l'homme marquer des traits sur la pierre avec un caillou. Comme s'il comptait quelque chose. Peut-être les jours. Ils font ça parfois, les gens perdus. Ils comptent. L'institutrice, mademoiselle Arnaud, surprit une conversation entre 2 élèves. « Mon grand-père dit que cet homme connaît la rivière mieux que personne. » L'autre enfant répondit « Mon père dit qu'il ne connaît rien du tout. » Elle ne releva pas. Les enfants disaient tant de choses. Un après-midi gris, le maire traverse le pont avec l'ingénieur départemental. Il parlait du budget, des réparations à prévoir. L'homme du pont les regarda passer, ouvrit la bouche, la referma, continua son observation silencieuse de l'eau qui montait imperceptiblement. Madame Colette, en rangeant de vieilles photos à la mairie, tomba sur un cliché de 1987. Une inauguration. Des hommes en costume devant le pont nouvellement restauré. Au fond, légèrement flou, un visage qu'elle crut reconnaître. Plus jeune, propre. Mais elle referma l'album. Trop de souvenirs donnaient mal à la tête. Le curé nota dans son journal, un soir de décembre, « L'homme du pont a regardé le ciel longtemps aujourd'hui, comme s'il attendait quelque chose, ou redoutait. » La Marne continuait de monter, lentement, patiemment. Les habitants ne vérifiaient plus le niveau. L'habitude endort la vigilance. L'homme, lui, ne dormait presque plus. Décembre arriva avec ses premières gelées. Le village se préparait pour Noël. Les guirlandes apparaissaient aux fenêtres. L'odeur de pain d'épices flottait dans les rues. Saint-Laurent-sur-Marne revêtait son costume de carte postale. L'homme du pont restait invisible dans cette chorégraphie festive. On évitait son côté du village pour les promenades romantiques. Les enfants ne devaient pas le voir le jour de Noël. Ça gâcherait la magie, disait-on. Au conseil municipal, le sujet fut abordé avec précaution. Ne pourrait-on pas l'encourager à aller ailleurs, juste pour les fêtes ? Suggéra un conseiller. Le maire soupira. On ne peut pas forcer les gens. Et puis, franchement, il ne dérange personne. Cette phrase devint le consensus. Il ne dérangeait personne. C'était devenu sa fonction principale, ne pas déranger. Les commerçants organisèrent une collecte de vêtements usagés. Pour les nécessiteux, précisait l'affiche. Chacun donna ce dont il ne voulait plus. Des pulls troués, des manteaux démodés, des chaussures dépareillées. La charité avait ses limites pratiques. Madame Bertrand déposa le sac devant lui un matin. « Tenez, joyeux Noël !» Elle ne resta pas pour voir s'il l'ouvrait. La générosité ne demandait pas de remerciements quand elle était donnée par devoir. L'homme regarda le sac longtemps. Ne l'ouvrit pas. Le plaça soigneusement sous l'arche, à l'abri, comme si c'était précieux. Le réveillon approchait. Les préparatifs s'intensifiaient. Personne ne remarquait que la Marne avait encore monté. Personne, sauf lui. Il passait maintenant ses journées entières au bord de l'eau. Touchait la pierre du pont. Comptait. Calculait quelque chose dans sa tête. « Il devient fou », diagnostiqua le pharmacien. « L'hiver fait ça aux faibles. » Les certitudes du village étaient confortables comme de vieilles pantoufles. Cet homme était faible, était fou, était perdu, était exactement ce qu'on voyait. Rien de plus qu'un échec humain dans un monde qui récompensait l'effort. Le soir du 23 décembre, l'abbé Duchamp fit son sermon de l'Avent. Il parla de charité, de compassion, d'ouverture aux plus démunis. Les fidèles hochèrent la tête, émus. Certains pensèrent aux pauvres du pont,
se sentir bon d'avoir donné ses vieux vêtements. Après la messe, sur le parvis, les conversations glissèrent vers d'autres sujets. Le repas de Noël, les cadeaux, les enfants qui arrivèrent de Paris. L'homme du pont redevint une ombre qu'on mentionnait par politesse charitable avant de l'oublier complètement. Cette nuit-là, il ne dormit pas du tout. Il resta debout, les yeux sur l'eau noire qui montait, inexorablement. Ses lèvres bougeaient sans bruit. On aurait dit une prière, ou un compte à rebours. Le 24 décembre se leva sur un ciel bas et lourd. À midi, les premières gouttes tombèrent. À 15 heures, c'était un déluge. Peut-être avez-vous déjà jugé quelqu'un trop vite sur ce que vous voyez, sans chercher ce qui se cachait derrière. Nous construisons des vérités avec des apparences. Mais toute vérité a des racines invisibles. Parfois, ce qu'on ignore pourrait tout changer. Si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous et partagez en commentaire. Quelle certitude avez-vous dû reconsidérer dans votre vie? À 18 heures, la Marne avait gonflé de manière inquiétante. Le maire convoqua une réunion d'urgence. Les prévisions annoncent 3 jours de pluie continue. Il faut surveiller le niveau. À 20 heures, l'eau atteignait le bas du pont. À 22 heures, elle léchait les arches. À minuit, la catastrophe devint évidente. Le pont de Saint-Laurent-sur-Marne, vieux de 2 siècles, commençait à trembler sous la pression. Des pierres se décelaient. Le courant arrachait tout sur son passage. Le village se réveilla dans la panique. Le pont était l'unique accès au reste du monde. De l'autre côté, la route départementale, les secours, les vivres, l'hôpital. De ce côté, 400 habitants soudainement prisonniers. Au petit matin du 25 décembre, une partie du tablier s'effondra dans un craquement terrible. Le pont tenait encore, mais traverser était devenu impossible, trop dangereux, trop instable. Le maire organisa un point de rassemblement. Les visages étaient tendus. Les pompiers ne peuvent pas venir. La route est coupée en amont. Nous sommes seuls. Madame Forestier, infirmière, dressa l'inventaire. 3 personnes sous dialyse. 2 diabétiques qui manqueront d'insuline dans 48 heures. Le vieux Pradel qui a besoin de ses médicaments pour le cœur. Le silence qui suivit était lourd de peur. C'est alors que Thomas, 15 ans, fils du boulanger, leva timidement la main. Mon grand-père, il disait toujours que l'homme du pont connaissait la rivière mieux que personne. Monsieur Gauthier coupa son fils. Tais-toi, ce n'est pas le moment pour des histoires. Mais le maire se tourna vers le garçon. Qu'est-ce que ton grand-père disait exactement? Que cet homme, avant, il travaillait sur le pont, qu'il l'avait reconstruit avec ses mains, que personne ne connaissait chaque pierre comme lui. Un murmure traversa l'assemblée. Madame Colette sentit quelque chose remuer dans sa mémoire. La photo, le visage flou. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Le facteur intervint. Les marques qu'il faisait sur la pierre, il ne comptait pas les jours. Il mesurait le niveau de l'eau. L'institutrice ajouta, la voix tremblante. Quand il a éloigné le petit Moreau du pilier nord, c'était 3 semaines avant l'effondrement. Ce pilier exactement. Les pièces du puzzle tombaient une à une, chacune faisait mal. Il savait, dit le maire lentement, il savait que ça allait arriver. Quelqu'un demanda, presque dans un souffle, « Où est-il maintenant ?» Personne ne répondit, personne ne l'avait cherché. Personne ne s'était soucié de savoir si le pauvre du pont avait survécu à la nuit. Dans le silence gêné qui suivit, ils comprirent tous la même chose. Ils avaient besoin de lui. Ses mains saignaient, écorchées par les cordes mouillées. « S'il vous plaît, » insista le maire. « Des vies sont en jeu. » L'homme s'arrêta enfin, se redressa lentement. Son regard croisa celui du maire. Il n'y avait ni colère ni reproche, juste une fatigue infinie. « Je sais, » dit-il simplement. Sa voix était rauque, comme rouillée par le silence. Madame Colette s'avança, tremblante. « Vous êtes Pierre Mercier, l'ingénieur, celui qui a restauré le pont en 87. » Il hocha la tête. « Mais alors, pourquoi ?» Elle ne finit pas sa phrase. « Pourquoi je vis comme ça ?» Il eut un sourire triste. « Parce que j'ai tout donné pour sauver ce pont la première fois. Ma maison hypothéquée quand le budget a manqué, mes économies quand il a fallu commander des matériaux spéciaux,
Ma réputation quand j'ai refusé les raccourcis que l'entrepreneur voulait prendre. Le pharmacien pâlit. Son père était cet entrepreneur. J'ai perdu mon travail quand j'ai dénoncé les malfaçons, perdu ma femme quand je n'ai plus pu payer le loyer, perdu mes amis quand j'ai insisté pour qu'on vérifie les fondations. Il marqua une pause. Personne ne voulait entendre qu'un pont qu'on venait d'inaugurer était déjà condamné. Le silence était assourdissant. Je suis resté près du pont parce que c'était mon pont. Parce que je savais qu'un jour, il faudrait quelqu'un qui connaisse ses faiblesses, ses points de rupture, ses secrets. Il regarda l'eau qui montait. Ce jour est arrivé. L'abbé Duchamp tomba à genoux. « Pardonnez-nous. »« Il n'y a rien à pardonner, » dit Pierre Mercier doucement. « Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Un pauvre, un échec. C'était plus simple que de questionner vos certitudes. » Monsieur Gauthier, le boulanger, murmura. « Mon père, c'est lui qui vous a donné du pain pendant 2 ans, en cachette. Il ne me l'a avoué que sur son lit de mort. » Pierre hocha la tête. « Votre père était un homme bon. Il savait que le silence n'est pas toujours abandon. Parfois, c'est protection. » Thomas, le jeune garçon, demanda « Protection de quoi ?»« De la vérité qui dérange, celle qui oblige à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a été injuste, qu'on a jugé sans savoir. » Pierre regarda le village rassemblé. « J'ai choisi de rester pauvre pour que vous puissiez rester confortable dans vos jugements. Parce que si j'avais parlé, crié, accusé, vous auriez dû faire face à votre part de responsabilité. » Il reprit sa corde. « Maintenant, si vous voulez traverser cette rivière vivant, il faut me faire confiance, comme vous auriez dû le faire il y a 38 ans. Dans 2 heures, ce sera trop tard. » Il organisa tout avec une précision militaire. Les cordes tendues entre les arbres formaient un système de va-et-vient. Les hommes les plus forts d'un côté, les plus vulnérables en premier. Madame Pradel d'abord. Elle a 72 ans et son mari a besoin de médicaments. Pierre entra dans l'eau glacée, sans hésiter. Elle lui montait jusqu'à la taille. Il attacha la corde autour de la vieille dame, la guida pas à pas sur les pierres glissantes. Ses lèvres devenaient bleues, ses mains ne tremblèrent pas. Le maire voulut l'aider. « Non, » ordonna Pierre, « vous ne connaissez pas les courants, vous mourriez en 3 minutes. » Un par un, il les fit passer. Les diabétiques, les enfants, les personnes âgées. Il retournait dans l'eau à chaque fois. Ses jambes ne répondaient presque plus. Mais il continuait. Monsieur Bertrand le regardait, paralysé par la honte. Son père avait économisé sur le ciment, avait falsifié les rapports, et lui, le fils, avait dit au café que cet homme ne méritait que son sort. L'abbé Duchamp priait, mais les mots sonnaient creux dans sa bouche. Combien de fois avait-il traversé ce pont en détournant les yeux? Combien de dimanches avait-il prêché l'amour du prochain sans voir celui qui veillait sous ses pieds? Madame Forestier pleurait en silence. Elle qui avait pressé le pas avec son chien. Elle qui avait enseigné à ses petits-enfants à ne pas traîner près de cet homme. La dignité qu'elle croyait protégée n'était que lâcheté habillée de prudence. Quand vint le tour de Thomas, le garçon s'arrêta devant Pierre. « Monsieur, pourquoi vous ne nous avez pas dit? Nous aurions pu... » « Pu quoi ?» Pierre l'interrompit doucement. « M'écouter? Me croire? Remettre en question l'inauguration, les médailles, la fierté du village ?» Il sourit tristement. « Non, petit. Les gens n'écoutent que ce qui confirme ce qu'ils pensent déjà. » À la tombée de la nuit, tout le monde était passé, sauf Pierre. Il restait dans l'eau noire, tenant les cordes pour permettre l'acheminement des derniers sacs de provisions. « Venez maintenant !» cria le maire. « C'est assez !» Pierre secoua la tête. « Quelqu'un doit tenir les cordes de ce côté, sinon le ravitaillement s'arrête. Mais vous allez mourir de froid. J'ai survécu à 38 hivers sous ce pont. Je survivrai à celui-ci. » Il refusa de sortir de l'eau, refusa la couverture qu'on lui lançait, refusa le salut qu'on lui devait. Le village était sauf. Pierre Mercier restait pauvre. Et cette fois, tout le monde comprenait que sa pauvreté n'avait jamais été son échec. C'était le leur. Le pont s'effondra complètement au lever du jour. Dans un fracas de pierre et d'eau, 38 ans de mensonges coulèrent vers la mer. Les mots se bousculaient, généreux, tard venus. Pierre écouta poliment, puis refusa tout. « Je n'ai pas besoin de votre reconnaissance maintenant.
dit-il simplement. J'avais besoin qu'on m'écoute il y a 38 ans. C'est différent. Le maire insista. Mais vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Nous vous devons. Vous ne me devez rien. J'ai fait ce qui devait être fait, comme je l'ai toujours fait. Il marqua une pause. Votre dette n'est pas envers moi, elle est envers tous ceux que vous jugerez demain sans les connaître. Il quitta la salle. Personne n'osa le retenir. Pierre retourna près de la rivière. Pas sous le pont qui n'existait plus, mais sur la berge où les saules pleuraient. Il installa sa couverture militaire. Son sac en toile continua sa vie comme avant. Mais le village, lui, ne pouvait plus continuer comme avant. Monsieur Gauthier commença à laisser du pain frais près de la berge chaque matin, sans un mot, sans attendre de remerciements, comme son père l'avait fait. Madame Forestier s'asseyait parfois près de lui, en silence, pendant que son chien reniflait les herbes. Elle n'essayait plus de parler, juste d'être présente, d'effacer par la constance ce que la peur avait construit. Les enfants n'apprenaient plus à passer vite. Certains s'arrêtaient, demandaient des histoires sur la rivière, les courants, les poissons. Pierre leur enseignait, patient, ce que personne d'autre ne savait. L'abbé Duchamp modifia son chemin du dimanche. Il passait maintenant par la berge, s'asseyait quelques minutes, ne priait plus à voix haute, écoutait juste l'eau couler, réapprenait l'humilité dans le silence d'un homme qu'il avait cru insignifiant. Le nouveau pont fut construit en 2 ans. Cette fois, on suivit chaque recommandation de Pierre à la lettre. On vérifia chaque pierre. On refusa les raccourcis. On écouta celui qu'on avait ignoré. Le jour de l'inauguration, on chercha Pierre pour qu'il coupe le ruban. On ne le trouva pas. Il était parti pendant la nuit, sans bruit, sans adieu. Il laissa seulement un mot, glissé sous une pierre près de la berge. Un pont se construit avec de la pierre. Mais il tient par la confiance. Quand vous traverserez, souvenez-vous, ce n'est pas la pauvreté qui affaiblit un homme, c'est l'indifférence qui affaiblit un village. Personne ne le revit jamais, mais chaque fois qu'un étranger arrive à Saint-Laurent-sur-Marne, on lui raconte l'histoire. Pas avec fierté, avec humilité. L'histoire d'un homme pauvre qui possédait tout ce qui compte, et d'un village riche qui a compris trop tard ce qu'il avait perdu en ne regardant pas. Pierre Mercier est parti sans rien demander, comme il avait vécu, dans le silence que personne n'avait voulu briser. Mais sa leçon reste gravée plus profondément que n'importe quelle pierre du nouveau pont. La pauvreté peut vider les poches, jamais le cœur. Elle peut ôter le confort, jamais la dignité. Elle peut isoler un homme du monde, mais elle ne diminue jamais sa valeur. Nous croisons tous des Pierre Mercier, des gens qu'on juge en 3 secondes, des vies qu'on réduit à une apparence, des silences qu'on interprète sans chercher à comprendre. Alors je vous pose cette question. Qui avez-vous jugé trop vite? Quelle personne invisible mérite votre regard aujourd'hui? Partagez en commentaire. Abonnez-vous si cette histoire vous a touché. Et surtout, demain, quand vous croiserez quelqu'un que tout le monde ignore, souvenez-vous, vous ne savez pas quelle vérité se cache derrière la pauvreté.